Je vais attendre que ça part. Donc, dans notre premier laboratoire, que je vais réouvrir juste ici, Zoom, parfait. Donc, dans notre premier laboratoire, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer deux applications qui simulent deux systèmes différents qui communiquent ensemble à travers un lien sériel, à travers un lien RS232. Donc, la première interface ici représente votre système de sécurité avec les différents capteurs qui sont branchés dessus. Donc, F, c'est pour les fenêtres, P, c'est pour les portes, DM, c'est pour les détecteurs de mouvement, DI, c'est pour les détecteurs d'incendie. C'est notre système de sécurité. Donc, notre système de sécurité, chaque fois qu'on va cliquer sur un de ces capteurs, qu'est-ce qui va se passer? Notre système de sécurité va créer un message qui contient le type de capteur qui vient d'être cliqué, l'ID du capteur, est-ce que c'est la fenêtre 1, la fenêtre 2, la fenêtre 3, la porte 1, la porte 2, quel est l'état de ce capteur? Est-ce qu'il est on ou est-ce qu'il est off? Donc, ces trois informations, mon type, mon ID, mon statut, vont être encodées sur 3 bytes. Et ces 3 bytes vont être envoyés à travers un port série à notre deuxième application, qui pourrait être un deuxième ordinateur. Et sur ce deuxième ordinateur, notre deuxième application, c'est l'interface de monitoring, de supervision à distance. Donc, qui va recevoir les 3 bytes, qui va les décoder, et en fonction du contenu de chacun des 3 bytes, on va mettre à jour la couleur du capteur correspondant dans l'interface usagée. On va afficher un message de réception avec le jour, la date, l'heure et qu'est-ce qui vient de se passer, en plus d'insérer ce message-là dans la base de données pour avoir une espèce de log des activités de ce qui se passe dans notre maison. Donc, pour être capable de faire ça, techniquement, il faudrait 2 ordinateurs. Un ordinateur qui roule l'interface du système de sécurité, un autre ordinateur qui roule l'interface de supervision et 2 connecteurs comme ceci, un pour chaque ordinateur. Évidemment, on n'a pas tous 2 ordinateurs chez nous et je ne veux pas vous faire acheter 2 connecteurs comme cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on regarde sur le canal du Labo 1, tout en bas, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis pour votre groupe. Donc, on va le faire ensemble. Donc, on va utiliser un logiciel. Virtual Serial Port, parfait. Donc, on va utiliser un logiciel de la compagnie Eltima Software qui permet de simuler sur votre ordinateur 2 ports série qui sont connectés ensemble. Et connectés ensemble, ça veut dire quoi? Sur un connecteur DB9. Donc, DB9, pourquoi? Parce qu'on a 9 pins sur le connecteur. Je ne sais pas si vous pouvez les compter, mais il y en a 9. Donc, 2 de ces pins-là sont nommés TX et RX. TX, c'est la pin à travers laquelle on transmet les informations et RX, c'est la pin à travers laquelle on reçoit les informations. Donc, quand on dit qu'on va bridger 2 ports série ensemble, c'est le TX du premier va être connecté au RX du deuxième et le TX du deuxième va être connecté au RX du premier. Donc, quand je parle, moi, le programme 1, le programme 2 va pouvoir, quand je parle à travers mon TX, l'autre programme va pouvoir récupérer à travers son RX. Et quand lui parle à travers son TX, moi, je vais pouvoir écouter à travers mon RX. Ça va? Donc, ce logiciel-là, vous pouvez le télécharger. C'est une version d'évaluation qui va vous durer 14 jours. Ça va, qui est plus qu'assez pour ce dont on a besoin. Donc, ne l'installez pas tout de suite parce que vous allez perdre une journée. Attendez que je finisse de donner toute la théo et les exemples nécessaires pour couvrir l'envoi et la réception d'informations par port série. Et à partir de ce moment, quand je vous le dirai, vous pourrez télécharger, installer cet utilitaire-là qui va nous servir pour notre laboratoire. Donc, moi, je vais vous prendre le lien ici. Je vais aller sur Teams et je vais nous rajouter un post juste ici. Ça va? Et on téléchargera en temps et lieu. Donc, je vais retourner dans le laboratoire. On a jusqu'à 15 heures, hein, si je ne me trompe pas.
Donc, je vais retourner dans le laboratoire. Donc, c'est ce logiciel-là qui va nous permettre de simuler la communication ou un port, une connexion série entre nos deux interfaces. Dans quelques semaines, ce qu'on va faire, on va se débarrasser de cette application-ci et on va la remplacer par quoi? Par le vrai Raspberry Pi. Parce que mon Raspberry Pi, on va avoir des vrais capteurs dessus. Un Raspberry Pi, en passant, on l'a dit dès le premier cours, c'est un ordinateur. Donc, on va avoir un programme en Python qui va rouler sur notre Raspberry Pi, qui va lire l'état on ou off des vrais capteurs qui sont branchés sur le Raspberry Pi et qui va nous envoyer les mêmes 3 bytes, mais à travers un vrai port série cette fois-ci. Et donc, notre interface C#, elle va toujours être fonctionnelle sur notre ordinateur. Donc, à quoi ressemblent ces 3 bytes? Donc, j'ai un petit tableau ici qui résume notre fameux protocole de communication. Donc, les 3 colonnes ici représentent les valeurs que peuvent prendre nos 3 bytes. Le premier byte peut prendre la valeur 0, 1, 2 ou 3, représentant fenêtre, porte, détecteur de mouvement ou détecteur d'incendie. Le deuxième byte, j'ai mis ici 0 à 4. Pourquoi? Parce que si on regarde, j'ai 5 fenêtres au total. Donc, ça, c'est 0, 1, 2, 3. Et ma cinquième est quelque part, voici, ici. Donc, 0 à 4, ça fait 5. Ici, je vais donner une petite précision. Moi, la maison qui est là, vous savez, je suis allé sur Google, j'ai tapé plan de maison, j'ai coché image et j'ai pris un plan de maison tout simplement. Sur mon plan de maison, il y avait 5 fenêtres. Voilà pourquoi, dans ma version du laboratoire à moi, le byte numéro 2, quand c'est une fenêtre, ne peut prendre que les valeurs de 0 à 4. Mais si sur votre plan, il y a 10 fenêtres, bien évidemment, vous allez avoir plus de valeurs possibles ici dans le deuxième byte. Tout le monde comprend l'idée? Donc, j'aimerais avoir une confirmation. Tout le monde comprend l'idée? Oui, monsieur. Parfait. Donc, par contre, j'ai dit qu'on utilise 3 bytes. Donc, quelle est la valeur maximum qu'on peut représenter avec un byte? En grand informaticien que vous êtes. Avec 2 bytes, on peut avoir 4 combinaisons. Avec 3 bytes, on peut avoir 8 combinaisons. Avec 4 bytes, 16 combinaisons. Avec 8 bytes, on peut avoir combien? 256 combinaisons. On peut représenter les chiffres de 0 à 255. Donc, comment on fait pour trouver ça? 2 exposant n, où n est le nombre de bits, représente le nombre de combinaisons totales, et 2 exposant n moins 1 représente le chiffre maximum jusqu'auquel on peut compter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec mon protocole, moi, j'ai mis 4 types de capteurs ici, mais je pourrais avoir jusqu'à 256 types de capteurs différents. Et ici, dans mon deuxième byte qui représente l'ID d'une fameuse famille de capteurs, je pourrais avoir jusqu'à 256 ID différents par type de capteur. Et au niveau du statut, moi, j'ai mis dans le byte 3, on va utiliser 0 ou 1. 0 pour dire que le capteur est off, 1 pour dire qu'il est on, mais on pourrait avoir jusqu'à 256 statuts différents. On, off, ou partiellement ouvert, partiellement fermé, etc., etc. Ça va? Mais gardons ça simple. Donc, ce qui veut dire que vous allez devoir vous débrouiller pour que quand on clique sur un label ici, on identifie ce label, il représente quoi pour venir mettre la valeur 0, 1, 2 ou 3 dans un byte. On va travailler avec un tableau de bytes. Donc, la première case de mon tableau va représenter le type. La deuxième case de mon tableau va représenter l'ID du capteur qui a été coché et la troisième va représenter son statut. Donc, ce que j'ai fait pour vous aider, parce que dans ma grande gentillesse, je vous aide toujours, que ce qu'on a fait pour faciliter la réalisation de cette application, j'ai créé 2 démos. Donc, j'ai une première démonstration ici, j'ai une deuxième démonstration. La première démonstration ici fait quoi? Nous montre comment utiliser la classe Serial Port. C'est une classe qui modélise un port série
et nous montre comment l'utiliser pour envoyer des informations à travers le port série. Et j'ai pris la peine déjà de vous mettre les points saillants, les points importants ici dans le pause, mais on va les regarder tout à l'heure étape par étape en mettant des breakpoints là pour comprendre ce qui se passe. Et la deuxième démo ici, elle est fait quoi? Elle nous montre toujours comment utiliser la même classe, mais cette fois-ci pour recevoir des informations qui nous auraient été envoyées par le port série et pour les afficher dans l'interface usager. Comme j'aime toujours mettre les choses en contexte, dans ma démo juste ici, on ouvre le port série et on envoie 3 bytes. Dans ma démo juste ici, on ouvre le port série, on reçoit 3 bytes et on affiche leur valeur à l'écran. Donc, il y a une bonne partie du laboratoire qui est déjà fait là, puisque mon fameux protocole pour le système de domotique, il est sur 3 bytes. Mais vous allez devoir adapter le code qui est là pour répondre à l'histoire qui est décrite dans le laboratoire, puisque en plus de ça, on veut faire changer des couleurs, on veut afficher des messages, on veut inscrire des informations dans la base de données. Donc, je me lance. Donc, je vais minimiser cette fenêtre-ci. Moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà... où je croyais avoir déjà. Donc, j'ai déjà téléchargé les 2 applications quelque part sur mon ordinateur. Ou non. Ah oui, je sais ce que j'ai fait. Je les ai mis dans la corbeille tout à l'heure. Ce n'est pas un problème. On va les retélécharger. Donc, on va retélécharger la première ici et on va retélécharger la deuxième ici. On va avoir besoin des 2. Mais avant de les ouvrir, un port sériel, ben, c'est quelque chose d'électronique. Et je ne veux pas faire de vous des ingénieurs électriques ou des ingénieurs informatiques. Et tout comme quand on était en Android et qu'on voulait manipuler des capteurs, est-ce qu'on avait besoin d'être un ingénieur électrique, informatique ou physique pour manipuler des capteurs sur Android? Non. On avait tout simplement besoin de connaître quelle classe, donc la classe sensor en Android, modélise un capteur et quel est son constructeur et quels sont les attributs qui nous permettent de récupérer l'information du capteur, quels sont les événements qu'on doit écouter pour savoir quand le capteur met à jour sa valeur. Donc, c'est le même genre de choses qu'on va faire ici en .NET. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon fameux petit module, ou même avant de brancher mon module, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais aller sur PC, bouton droit, propriété. Donc, et tout le monde voit bien mon panneau de propriété juste ici? Oui. Parfait. Et dans ce panneau de propriété, ben, je vais aller sur Device Manager. Donc, le manager ou le gestionnaire de device. Donc, si je regarde bien, on voit les différents périphériques là, qui sont connectés à mon ordinateur. Et j'ai une section ici qui dit port COM et LPT. LPT, c'est pour des ports parallèles, ce qui n'existe plus sur nos ordinateurs. Port COM, c'est pour des ports série. En fait, plusieurs ports USB sur nos ordinateurs sont considérés comme étant des ports série. Donc, moi, je vois présentement que j'ai 1, 2, 3 ports série, mais en réalité, ce n'est pas vrai. J'en ai un seul. Les 2 qui sont là, on le voit, Eltima Virtual Serial Port. C'est des ports série virtuels. Et ils sont connectés ensemble. Le COM1, le port 1 communique avec le port est relié au COM2 et le COM2 est relié au COM1. Donc, ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, excusez-moi. Oups. J'essaie de trouver mon logiciel. Vir. Voilà. Donc, c'est notre logiciel ici, qui est le logiciel qui nous permet de simuler les ports. Et regardez, présentement, regardez ce que ça me dit. Je vais essayer de mieux organiser mon écran. On va faire ça comme ça. Et on va... Mon Dieu, mon Dieu.
et on va faire ça comme ça. Donc, ce que ça me dit présentement, c'est que dans les ports physiques sur mon ordinateur, j'ai le COM3. Et dans les ports virtuels, les ports qui sont simulés, j'ai le COM1 et le COM2. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire delete. Donc, je viens fermer le COM virtuel 1 et le COM2. Regardez, ils ont disparu de mon système. Il reste juste le COM3. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vais prendre mon adapteur ici et je répète, ce n'est pas nécessaire que vous ayez un adapteur. Moi, j'en ai un parce que, de par mes activités, je me connecte souvent fréquemment avec des vraies machines pour lesquelles je crée des vrais programmes pour les contrôler par port série. Donc, je vais brancher ça dans le port USB de mon ordinateur. Et regardez ce qui va se passer. Donc, attendez, ça vient, ça vient. Parfait. Donc, on voit que la page Device Manager s'est rafraîchie et je viens d'avoir ceci qui est apparu. Tout le monde voit ça. Prolific, c'est la marque de mon adapteur. USB to Serial, c'est un convertisseur USB à série et Windows, mon système d'exploitation, lui a attribué le nom de port série COM6. Tout le monde a vu ce qui s'est passé? Oui. Parfait. Donc, en programmation orientée objet, le but est de créer des classes qui modélisent des objets de la vraie vie. Donc, si je vous dis qu'on va étudier tout à l'heure la classe Serial Port, c'est parce que la classe Serial Port modélise un port série. Donc, on va avoir un constructeur qui nous donne les valeurs qu'on peut utiliser pour initialiser un port série. On va avoir des attributs qui représentent les différents paramètres qu'on peut lire et modifier d'un port série. On va avoir des événements qui nous permettent de réagir à certaines actions ou changements d'état que notre port série subit. Et en fait, regardez, présentement, ça me dit que j'ai un seul COM physique, le COM3. Je vais fermer Virtual Serial Port. Je vais réouvrir Virtual Serial Port parce que Virtual Serial Port fait la lecture une seule fois de ce qu'il y a sur votre système. Donc, si je le relance une deuxième fois, normalement, voilà. Je vois maintenant deux COM physiques, le COM3 et le COM6. Si je clique sur le COM6 dans mon Device Manager et je vais sur ses propriétés et que je vais sur Port Setting, donc, je vais quand même prendre la peine de zoomer sur cette fenêtre parce que c'est important. Donc, on va zoomer ici. Donc, voici les paramètres standards d'un port série. On a les BPS, donc les bits per second, donc la vitesse à laquelle je vais communiquer. Donc, le setting par défaut, c'est 9600 bits par seconde, mais on peut modifier ça. Le nombre de data bits, donc combien de bits j'envoie à la fois. Donc, ça peut être 8 bits, donc 1 byte, ou 7 bits, ou 3 bits. Je crois que le minimum ici qu'on nous permet, c'est 4 bits. La parité. Donc, la parité, c'est une méthode de détection d'erreurs. Quand vous envoyez des 1 et des 0 à travers un fil électrique, il est possible qu'il y ait des erreurs, que le 1 ou le niveau logique haut, le 5 volts, pour une raison quelconque, change d'état. Donc, vous avez déjà fait un peu de logique booléenne. Par exemple, la valeur 10. La valeur 10 en binaire, c'est 1, 0, 1, 0. Ça va? Alors que la valeur 9, c'est 1, 0, 0, 1. Donc, s'il y a un seul bit qui change d'état là-dedans, ce n'est pas le même chiffre que j'ai à la fin. Donc, quand on fait de la communication série ou quand on fait de la communication, parce que c'est la même chose, si je faisais de la communication réseau ou Bluetooth ou Wi-Fi, c'est des 1 et des 0 que j'envoie. Donc, il faut un moyen de détecter s'il y a eu une erreur lors de la transmission. Et la parité est une des manières simples de détecter ça. Et ça marche comme ceci. Si moi, je suis le sender, le transmetteur, et que je vous envoie un byte, donc 8 bits, avant de les envoyer, je vais compter le nombre de 1, par exemple, qu'il y a à l'intérieur de mon byte. Donc, je vais vous envoyer le byte et je vais vous envoyer le nombre de 1 qui est à l'intérieur. Vous allez recevoir le message et vous allez vous aussi compter le nombre de 1 qu'il y a dans le message. Et vous allez comparer le nombre de 1 que vous avez trouvé avec le nombre de 1 que je vous ai envoyé. Si c'est le même, ça veut dire qu'il n'y a pas eu
d'erreur ou de changement d'état d'un bit lors de la transmission. Si ce n'est pas le même, ça veut dire qu'il y a un bit qui a changé d'état, lequel vous ne le savez pas, donc vous allez tout simplement me demander de refaire une transmission. Donc la parité, si je reviens ici. J'ai une question. Juste une seconde. Donc, je vais te répondre. Je vais juste finir mon idée pour qu'on ne se perde pas. Donc, la parité, si je reviens ici, on a plusieurs types de parité. Je ne vais pas vous compliquer la vie. Donc, on a even ou odd. Donc, even ou odd, ça veut dire j'ai un nombre de 1 pair ou j'ai un nombre de 1 impair. Ça va? Donc, c'est sur cette notion-là qu'on se base pour savoir si il y a eu un changement d'état d'un des bits lors de la transmission. La question? Vous avez dit que la fonction de parité, elle compte les nombres de 1 pour faire une, comment dirais, Une comparaison. Une comparaison, voilà, entre les deux nombres. Mais vous avez dit aussi que le code binaire pour les 9 et les 10, il contient le même nombre de 1, c'est juste la position qui change. Comment savoir? Exactement, exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai continué en spécifiant qu'il y a deux façons de calculer la parité. Excusez-moi, qu'il y a plusieurs façons de calculer la parité et c'est ce qu'on a montré ici. Donc, even, odd, none, mark et space. Donc, si je dis even, ça ne me permet pas tant de déterminer est-ce que c'est 10 ou 9 qui a été transmis. Ça me permet de m'assurer que dans ma transmission, il n'y a pas de bit qui a changé d'état. Donc, c'est une méthode simple de détection d'erreur, mais il y a des méthodes beaucoup plus complexes que ça. Ça va donc le BCC, le CRC, des notions dans lesquelles on ne rentrera pas nécessairement parce que je ne veux pas faire de vous des ingénieurs électriques ou des ingénieurs en informatique. Mais sur une courte distance, ça va donc entre mon ordinateur et mon Raspberry Pi ou entre mon ordinateur et mon système de chauffage qui est 20 mètres plus loin dans la maison, ben, c'est très rare qu'il y ait des erreurs de communication et s'il y en a, on va être capable de les détecter avec ça. Donc, si la parité est correcte, si moi, je calcule que le nombre de 1 dans le byte que je t'envoie est pair et que toi aussi, tu calcules que le nombre de 1 que je t'envoie est pair, ben, tu récupères la valeur. Moi, je t'ai peut-être envoyé un 10 et toi, tu as peut-être reçu un 9, mais il faut être très malchanceux pour que 2 bits différents changent d'état. Ça va? Mais il y a des couches supplémentaires de détection d'erreur qu'on peut rajouter là pour pallier au problème que tu viens de souligner. Ça répond à la question? Oui. Parfait. Donc, dans la classe Serial Port, on va avoir des propriétés donc, qui vont nous permettre de lire ou de modifier l'attribut qui détermine la vitesse de communication, le nombre de bits qu'on envoie. Donc, comme je l'ai dit, on va de 8 bits par message à 4. La parité, nous, on va utiliser none. On ne va pas se préoccuper de la parité parce que sur la distance à laquelle on va communiquer, c'est presque impossible qu'il y ait des erreurs de communication. Et le nombre de stop bits, donc 1, 1.5 ou 2, ça sert à la synchronisation entre les deux appareils qui communiquent. On va le laisser par défaut. On reviendra un peu plus tard là-dessus et je vais expliquer la différence entre 1, 1.5 et 2. Mais pour l'instant, gardez en tête qu'on va utiliser 1. Et le flow control, donc on a plusieurs types de flow control. Et comment est-ce que je pourrais l'imager? Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà envoyé un fax? Un fax, on sait ce que c'est. OK, je vais dire oui. Est-ce qu'il y en a ici, là, je m'aventure là, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà... Donc, restons avec le fax. Donc, quand on envoie un fax, ou quand on utilise, ou quand on utilisait dans le temps un modem 56K, ça dit quelque chose à quelqu'un? Les beaux petits boîtiers, là, que quand on démarrait une communication, tout comme avec le fax, on entendait une chanson, là. Ça faisait... On a déjà entendu ça? Donc, ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre fax fait du flow control ou du handshaking encore. C'est que le fax envoie
des fréquences sonores à l'appareil avec lequel il essaie de se connecter, et ça ressemble à ceci comme communication. Votre fax dit au fax à l'autre bout du monde: bonjour, je me prépare à t'envoyer une communication. Le fax de l'autre côté reçoit ce message et dit: d'accord, je suis prêt à recevoir une communication. Le fax de votre côté dit: d'accord, j'envoie le message. Le fax de l'autre côté: d'accord, je vais recevoir. C'est ça le fameux son, la fameuse chanson qu'on entend. Et pourquoi est-ce que c'est important dans certaines applications? C'est très, très simple. Si, quand je vous donne un cours, la vitesse à laquelle je parle est 5 fois plus rapide que la vitesse à laquelle vous êtes capable d'entendre ce que je raconte et de le prendre en note, on s'entend que vous allez perdre pas mal d'informations. Donc, si mon fax transmet des données beaucoup plus rapidement que le fax à l'autre bout du monde est capable de les recevoir, de les décoder et de les imprimer sur la feuille de papier, on s'entend que le message ne sera pas complet. Donc, le fax à l'autre bout du monde, quand il commence à être un peu trop chargé, il va envoyer un message. Il va dire: hey, l'ami de l'autre côté de la Terre, arrête la transmission, je suis présentement occupé. Votre fax va dire: c'est bon, j'ai compris, j'attends un peu, avertis-moi quand tu es prêt à recommencer. C'est ça le flow control. Donc, nos applications à nous, pour le départ, elles vont être quand même relativement simples. Donc, on n'aura pas besoin de flow control. On va mettre ça à none. Donc, est-ce que tout le monde a compris l'utilité des 5 paramètres qui sont là? Parce que, à travers des propriétés de la classe Serial Port et à travers le constructeur de la classe Serial Port, on va être capable de les configurer. Ça va pour ça? Oui. Magnifique. Donc, je vais laisser mon adapteur connecté, il ne me dérange pas, je vais laisser mon adapteur connecté et je vais ouvrir la première démo, si vous permettez. En fait, je vais ouvrir les 2 démos, je vais les lancer pour vous montrer quel est le résultat final et après, on va les regarder une par une. Donc, je vais fermer ça. Je vais cliquer là-dessus, ce qui fait que maintenant, j'ai 2 ports physiques et j'ai 2 ports virtuels. Ça va? Donc, c'est magnifique. Mes ports physiques sont ensemble, mes ports virtuels sont ensemble, mais regardez la différence entre mes ports physiques et mes ports virtuels. Et pour vraiment bien la voir, on va faire quoi? Comme d'habitude, on va zoomer. Donc, je vais zoomer sur Virtual Serial Port. Parfait. Donc, si on regarde mes ports virtuels, regardez, le petit schéma ici, là, ça nous indique qu'ils sont connectés ensemble. Donc, ce qui sort du COM1 va être reçu par le COM2 et ce qui sort du COM2 va être reçu par le COM1. Alors que mes ports physiques, pour qu'ils soient bridgés ensemble, il faudrait que je prenne physiquement les 2 connecteurs, là. Un ici branché à un port USB de ce côté et l'autre branché à un port USB sur l'autre côté de mon ordinateur. Il faudrait que je vienne les connecter ici ensemble. Ça va? Tout le monde comprend la différence entre les 2? Oui, Fernand. C'est bon? Oui. Donc, je vais fermer ça. Et je vais garder nos ports virtuels ici ouverts parce que mes 2 applications vont chacune utiliser un de ces ports. L'application Sender va utiliser le COM1 et l'application Receiver va utiliser le COM2. Donc, ça, je vais me débarrasser de ça. Je vais me débarrasser de ça. Je vais... oui, je les ai retéléchargés tout à l'heure. Donc, allons les récupérer toutes les 2. Donc, ici et là. Je vais les amener sur mon bureau. Et je vais gentiment décompresser la première. Et décompresser la deuxième. Donc, démo Sender RS232CS, c'est ma démonstration qui montre comment faire de la communication série en C#. Et ici, excusez-moi pour le nom New Folder, j'aurais dû la nommer plus intelligemment, mais c'est ma démo qui montre comment utiliser le port série pour recevoir et afficher ce qu'on a reçu. Donc, je vais ouvrir la première. En fait, je vais ouvrir les 2. Donc,
je ne vais pas ouvrir le code tout de suite, je vais juste lancer l'exécutable. Donc, je vais lancer la première ici. Vous voyez que je ne mérite pas le prix Nobel de graphiste là, pour mon interface usagée. J'ai essayé de faire ça simple. J'ai fait 3 boutons. Chaque bouton contient le code pour ouvrir le port série et le configurer, envoyer un message qui est composé de 3 bytes, des 3 bytes qui vont représenter les 3 valeurs numériques qu'on va écrire ici, fermer le port série. Et la deuxième, qui est le sender, si je vais juste exécuter ici l'application. Donc, bouton pour configurer, ouvrir le port série. Et une fois qu'il est configuré et ouvert, si j'ai appuyé Send ici avec des informations, elle devrait apparaître là-dedans. Et le dernier bouton, c'est pour fermer le port série. Donc, on va ouvrir le port série. Le port COM1 est maintenant ouvert. Et regardez ce qui s'est passé dans Virtual Serial Port. 9600 N, ça c'est pour parité non, 8 bits de data, 1 stop bit. Donc, le port sériel, il était là, mais on n'avait pas ouvert la connexion vers ce port série. De la même façon que pour interagir avec un fichier texte ou un fichier XML ou une base de données, je veux dire, elle est là dans votre système, mais vous devez configurer et ouvrir une connexion ou un stream writer ou un stream reader. Tout le monde comprend l'analogie? Oui. Parfait. Donc, mon port est ouvert pour cette application. Je vais ouvrir le port dans la deuxième application aussi. Et on constate qu'ils ont la même configuration. Et c'est très important. Je répète, si moi, je parle à 1024 bits par seconde, mais que vous avez la capacité d'entendre à 9600 bits par seconde, vous allez perdre la moitié de ce que je raconte. Donc, quand 2 appareils doivent communiquer ensemble, que ce soit par RS232, par Bluetooth, par Wi-Fi, par RJ45, idéalement, il faut qu'ils communiquent à la même vitesse. Si vous avez un appareil qui malheureusement ne peut pas recevoir des informations aussi rapidement qu'elles lui sont envoyées, il lui faut un tampon de réception, un buffer. Ça va? Donc, une boîte dans laquelle les informations s'accumulent et ça me permet de ne pas les perdre. Et moi, je viens les traiter à la vitesse où je suis capable de les digérer. Mais bref, c'est des concepts qu'on verra plus en détail. Donc, maintenant que mes 2 ports comme sont ouverts, allons-y. Lilia, quel est ton chiffre préféré? 22. Le 2 ou le 22? 22. Donc, on s'entend que si j'utilise vos chiffres au loto 649 ce soir et que je gagne, je n'ai pas à partager avec vous. Barry, chiffre préféré? Ouais, c'est vraiment le 22, moi aussi. Donc, c'est vraiment notre chiffre chanceux aujourd'hui. Et allons-y, disons, avec Jacob. Jacob ne veut pas gagner à la loto, apparemment. Ahmed. 7. Le 7. Le 7. Donc, j'appuie sur mon magnifique bouton Send. Tadam! Qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens d'envoyer 3 bytes, ça va, d'une application vers l'autre application. Ça va. Donc, vous comprenez qu'il y a tout le code ici pour récupérer l'interface dans l'interface usagée, qui c'est pas le chiffre 22, c'est le caractère 2 et le caractère 2, la string contenant le caractère 2 et le caractère 2. On convertit ça en un byte, et je fais ça 3 fois. Donc, je crée un tableau de 3 bytes. J'envoie ce tableau de 3 bytes, un byte à la fois, à travers mon lien sériel. La deuxième application reçoit les 3 bytes et les convertit en string pour les afficher dans l'interface usagée. Vous, dans le laboratoire, vous n'allez pas pouvoir écrire les chiffres comme ça. Quand on clique sur un label en particulier, vous allez devoir, à partir du label qui est cliqué, déterminer quelle est la valeur du premier byte, du deuxième et du troisième, l'envoyer. Et quand on le reçoit, vous allez devoir décoder
le message. Donc, est-ce que c'est 1, 0, 2, 3 ou 4 que j'ai reçu ici? Est-ce que c'est une fenêtre, une porte, etc. ou etc. C'est la fenêtre 1, 2 ou 3. Et est-ce qu'elle est on ou off? Et en fonction de ça, changer la couleur, afficher le message, insérer dans la base de données. Donc, je fais une bonne partie du travail, mais vous devez mériter un salaire quand même. Donc, vous avez quand même de la viande à rajouter autour de l'os. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, c'est bon. Oui. Parfait. Donc, si je mets 34 et que je fais send, on voit que donc ça a pris 34, ça l'a envoyé, mais ça renvoie les autres valeurs. Donc, si par exemple, j'essaie de faire ceci, ça va marcher ou ça va planter? Normalement, ça va planter parce que maximum, tu as dit 255, non? Magnifique. Donc, un byte, c'est 8 bits. Avec 8 bits, on peut représenter les valeurs de 0 à 255. Et value was either too large or too small for a non-signed byte. Donc, pourquoi ça ne plante pas? Ben parce que j'ai fait un try-catch. J'utilise la gestion d'exception. Ça va, mais effectivement, s'il n'y avait pas de try-catch, ça aurait planté royalement. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va fermer notre deuxième port-com, on va fermer notre premier port-com et on va aller prendre la pause. En revenant de la pause, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la solution du premier exemple ici et on va aller examiner étape par étape. Ben, ça prend quoi pour instancier une variable de type serial port? Ça prend quoi pour envoyer les fameuses bytes sur le réseau. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je stoppe l'enregistrement. Il est